Salut Loïc, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui et d'enregistrer cette petite vidéo où on va rentrer, plonger en immersion dans les coulisses des Frappés. Super podcast, super média, super projet. Donc tu vas nous raconter un petit peu plus les coulisses et cette aventure. Yes, un grand merci pour l'invitation en tout cas et l'opportunité de parler un petit peu de mon petit podcast. Petit mais incroyable en termes de valeur. Comme beaucoup de podcasts, on y met à mon avis tellement d'efforts, tellement de focus que ça jaillit et ça ressort automatiquement. Est-ce que avant de plonger là-dedans, dans cette aventure, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Oui, donc Loïc Blanchard, j'ai 31 ans, podcasteur depuis septembre 2020. C'est quelque chose que je faisais à l'époque en parallèle de mon job. Donc jusqu'à fin octobre 2021, j'étais senior manager chez Apple. J'ai travaillé pendant 7 ans chez Apple en France puis en Suisse. Et depuis début novembre, je me consacre un peu au podcast et puis surtout au développement d'une boîte que j'ai créée avec un copain, un associé. Voilà. Sinon, je suis un ancien sportif de haut niveau, donc j'étais pendant quelques années en équipe de France de judo. J'ai arrêté ma pratique du judo parce que je suis rentré en classe prépa et donc j'arrivais plus à faire les deux à la fois. Et puis après, j'ai fait un parcours un peu classique, école de commerce, un peu de conseil. J'ai commencé à travailler à l'étranger, Canada, États-Unis. À mon retour en France, c'est là où j'ai décidé de rejoindre Apple. Et en termes de pratique, de hobbies, on va dire, parce qu'il y a un lien avec le podcast, Oui. une fois que j'ai arrêté le judo, j'ai plutôt basculé sur des sports d'endurance. Alors, je sais pas si c'est hyper cohérent parce que je fais 1m91 et si je m'énerve un peu sur le sucre, pas loin des 100 kilos. Mais voilà, je sais pas, j'ai trouvé de bonnes sensations dans la course à pied, le trail, le triathlon. À l'air libre. Ouais, à l'air libre, exactement. Alors déjà, on va tous te tomber dessus en disant, bon, tu travailles chez Apple, donc t'es évidemment aidé pour percer sur Apple Podcast. Ça, c'est clair déjà. Mais bon, je pense que non, au final, tu as fait comme nous et tu as relevé les manches. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la genèse et le pourquoi tu as lancé Les Frappés? Ouais. Alors les frappés, en fait l'idée est née pendant un trek avec ma femme en Suisse quand on habitait encore en Suisse, où je réfléchissais à comment en fait créer du contenu autrement que sur YouTube pour faire découvrir des gens qui moi m'inspirent en fait. Tout simplement. Je connaissais les podcasts parce que je travaillais avec Arnaud Manzanini du podcast Ultra Talk. J'étais son manager quand il était chez Apple. Ouais. Et du coup, j'avais j'ai eu cet honneur. Bravo. Et à l'époque, quand il a créé Ultra Talk, du coup, on en discutait un petit peu, puis j'ai pu voir les débuts et ça m'avait, je pense, ça a été un des tout premiers, peut-être avec Extraterrien, avec Bart, à créer un podcast sur le sport, sur autre chose que le business en France. Et donc j'avais gardé ce format dans un coin de ma tête et je suivais, je suis toujours d'ailleurs un podcast américain sur alors il appelle ça les high performers ou achievers, tu vois. Donc c'est les gens qui se dépassent, qui accomplissent il y a pas vraiment un terme, je pense, en français. J'aimais beaucoup son approche qui était très variée, c'est-à-dire qu'il avait pas que des gens, tu vois, pas que d'anciens militaires ou que des politiques ou que des tu vois, des sportifs de certaines disciplines. C'était assez varié. Et quand j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur Apple Podcast, j'ai pas trouvé l'équivalent. Et je me suis dit, go, moi je vais faire ça. J'ai envie de discuter avec des judokas, des entrepreneurs, des gens qui font de la voile, des aventuriers, des militaires. Donc c'est un peu comme ça que l'idée est née. Et donc les frappés, c'est ça, c'est chaque semaine un récit. C'est vous faire découvrir des invités qui sont issus d'univers extrêmement variés. Et on échange directement ou indirectement à travers le récit de leur parcours sur 3 thématiques: la résilience, le dépassement de soi
et la détermination. Génial. Et un programme, mais vraiment, moi, je te fais un témoignage comme ça, mais ça m'a percuté. J'étais à ce moment-là, je te l'ai déjà dit, mais peut-être avec d'autres mots, j'en avais marre du business. J'en avais, mais plus que ras-le-bol parce que en interne de mon côté, j'étais frustré et c'est venu paf, me frapper, me percuter en disant il n'y a pas que ça. Et j'avais besoin de ça. Et donc, c'est au fur et à mesure, je me suis bouffé les 50 épisodes en retard en 3 ou 4 semaines. Et ça m'a... Ah bah ça, c'est un super feedback, ça. ça m'a fait respirer. Ça m'a autorisé à respirer. Ça m'a autorisé à ouvrir les yeux. J'étais trop la tête dans le guidon. J'étais trop frustré, trop têtu. Et à partir de là, ok, bon, oui, c'est vrai. C'est, je pense que beaucoup d'entrepreneurs devraient encore plus l'écouter, beaucoup plus que du business ou beaucoup plus que les frappés devraient être écoutés par les aventuriers ou les sportifs, parce que il y a énormément de parallèles, énormément. Ah, clairement, oui, clairement. Et c'était un peu pour ça aussi que je voulais vraiment avoir des invités issus de tous les univers, parce qu'en fait l'objectif, c'est exactement ce que tu viens de partager, c'est d'inspirer les gens en fait et de faire découvrir des parcours qui sont pas forcément uniquement non plus des parcours exceptionnels dans le sens élitiste. Million, zéro exactement. Pas tout le monde n'aspire ou ne se reconnaît dans le parcours de quelqu'un qui est champion olympique à 17 ans. Tu vois, moi je considère que c'est hyper inspirant, mais j'avais aussi envie d'avoir des gens qui ont des activités professionnelles comme la plupart d'entre nous et qui, en dépit de ça, arrivent à vivre leur vie pleinement, quelle qu'en soit la définition. Tu vois, et c'est cet équilibre entre des profils vraiment encore une fois, que je trouve complètement fou, de gens qui vont au JO, d'anciens des forces spéciales, des aventurières, des aventuriers pros, des entrepreneurs qui lèvent des millions. Voilà, ce type de personnes d'un côté qui vraiment inspire, mais où peut-être la plupart des gens se disent c'est peut-être un peu, c'est inatteignable. Et de l'autre côté, je pense la moitié de mes invités au moins qui sont des gens comme toi et moi, mais qui à un moment donné se sont dit en fait là j'arrête, je vais m'écouter et je me lance à fond dans mes projets et advienne que pourra. Et c'est ce mélange que je trouve super intéressant et hyper inspirant. Ouais, ta ligne éditoriale, elle est vraiment chouette. Et du coup, est-ce que tu as donc tu as choisi cet angle? Est-ce que tu as fait d'autres choix et d'autres compromis déjà dès le début de ce que tu voulais pas, de ce que tu... Ouais. C'est une bonne question. Alors, dès le début, en fait, ce podcast que j'évoquais tout à l'heure, que je suivais, qui est un podcast américain, lui, il est quand même... c'est un des rares podcasts que j'avais trouvé où il y avait autant d'anciens militaires qui intervenaient. Ouais. Et la plupart du temps, c'est des profils, tu vois, SEALs ou voilà, plutôt des... GI. Ouais, plutôt des profils d'unité un peu spécial, enfin non conventionnel, spécial. Ouais. Et ce qui moi m'attirait derrière cette notion d'unité un peu spéciale, c'est la difficulté d'y entrer, le fait que justement c'est peut-être une croyance, mais que pour réussir à intégrer ces unités-là, il faut démontrer quelque chose, et voilà, cette notion de dépassement. Et donc je m'étais dit dès le début, j'aimerais bien en fait faire la même chose en français, parce que là c'est une conviction perso, il y a des gens que tu leur parles d'armée, c'est quelle horreur. Voilà, moi je considère que l'essentiel de l'histoire de la France est bâti sur la puissance de nos armées, entre autres. Donc, c'est juste un fait. Mais bref, donc je voulais aussi donner un peu de visibilité à ces personnes de l'ombre, comme des anciens des forces spéciales ou des militaires blessés
pour faire découvrir leur histoire sur comment est-ce qu'ils reviennent dans la vie civile, comment est-ce qu'on gère une blessure de guerre en plus avec tout ce que ça implique. Et en fait, j'ai pas réussi à trouver ce type de profil dès le début. Donc c'était très clair pour moi que au début, en fait, jusqu'à ce que j'arrive à avoir une conversation avec Teddy Palassi, donc peut-être je pense 6 ou 7 mois après avoir lancé le podcast, j'y arrivais pas. Donc ça a été un tout petit ajustement au début, parce qu'en fait le reste de ma ligne éditoriale, 95% du reste de ma ligne, j'y suis arrivé très bien avec des aventuriers, des entrepreneurs, des sportifs de tout niveau. Mais voilà, il y a juste eu ce petit délai où j'avais pas complètement 100% de la ligne éditoriale que j'avais voulu. Mais bon, ça m'a juste moi amené à continuer à chercher ce type de profil. Mais il n'y a pas vraiment eu d'ajustement en soi. Et après, par contre, un positionnement que j'ai pris dès la 3e semaine, je crois, de lancement du podcast, c'est que j'alterne chaque semaine entre un homme et une femme. Voilà, parce que, enfin, il n'y a pas de parce que d'ailleurs, parce que je trouve que c'est, en fait, ça, c'est même pas forcément un parti pris, ça s'est juste imposé naturellement, parce que moi j'ai croisé pas mal de femmes dans mes aventures, voilà exactement, qui font des choses complètement extraordinaires, et que j'avais pu avoir l'impression parfois, notamment tu vois sur ce podcast américain, qu'en fait il y avait que des hommes qui intervenaient. Et bon, c'est peut-être un parti pris, je sais pas, mais moi je trouvais que c'était aussi intéressant d'avoir un point de vue équilibré homme-femme, voilà. Bravo pour ce focus et cet équilibre. Niveau organisation, matériel, jingle, graphisme et tout ça, comment tu t'es organisé justement? Alors, j'ai acheté dès le début un micro, et ça a été le seul achat pro que j'ai fait. J'ai enregistré 55 épisodes assis par terre dans ma chambre avec en guise de mur acoustique des coussins autour du micro, donc voilà. Avec les moyens du bord. Ça ne s'entend pas. Ça s'entend écoute, pas, tant mieux. Tant mieux, assis sur ma chaise japonaise par terre. Donc voilà, le seul équipement pro que j'avais, c'était mon micro, mais j'ai essayé de faire en sorte que au niveau du rendu, ce soit le plus pro possible. Donc j'ai fait faire un jingle par quelqu'un dont c'est le métier. Je suis passé par Fiverr. Fiverr, ouais. Et pareil pour l'identité visuelle, je voulais aussi quelque chose qui soit simple, mais pro. Donc j'ai fait faire aussi un logo et puis une charte graphique assez simple, et qui a pas vraiment évolué depuis, qui évoluera peut-être un jour, mais pour le moment j'en suis très content, et voilà, je pense que ça va rester tel quel pour au moins quelques mois encore. Ça marche bien, cet aspect avec cette tête, ces cornes, tout est bélier, frappé, tout est là. Tout est là. Et pour l'organisation, donc c'est toi qui montes les épisodes, tout ça? Oui, alors je fais tout seul. Donc la façon dont ça se passe, ça m'a surpris d'ailleurs au début, parce que quand j'ai commencé à contacter des gens avec qui j'étais intéressé pour échanger, je pensais que j'aurais beaucoup moins de retours que ce que j'ai eu. Et donc en fait très vite au début, je me suis retrouvé un peu dépassé, parce que j'ai eu très rapidement presque 3 mois d'épisodes dispo en peut-être 3 semaines. Donc j'ai enchaîné les enregistrements. Donc tous les soirs, dès que tu rentrais, tu enregistrais? Ouais, ça c'était vraiment intense, parce que en Suisse, la semaine de travail c'est 42 heures, et moi j'avais quand même une grosse équipe à gérer, donc j'étais plutôt autour de 45-50. Ouais. Et donc dès que je rentrais le soir, c'était épisode, et en parallèle de ça, je faisais déjà du coaching en plus de mon job, donc j'avais aussi quelques clients à coacher. Et oui, j'avais repris la course à pied, etc. Donc c'était intense. Un gros mois. Ouais, ça a fait un gros mois, calmé enfin même un peu plus. Tu t'es calmé après, une fois justement que tu as eu cette avance, ça t'a soulagé? Maintenant j'arrive à mieux étaler dans le temps. Bon, ça reste énormément de travail. J'essaie d'optimiser tout ce que
d'automatiser tout ce qui peut être automatisé, ou de créer des templates, tu vois, par exemple sur les covers d'épisodes ou sur le voilà, maintenant je travaille avec Canva, je travaille avec Trello pour essayer de fluidifier un peu, processiser, de fluidifier tout ça. Exactement. Et sur l'aspect planification, entre guillemets, publication sur les réseaux, t'as des petits tips aussi? Alors, moi je suis rassuré quand c'est bien organisé, peut-être un peu trop organisé. Donc, en fait, au début, quand j'avais créé le podcast, d'ailleurs, s'il y en a qui vont voir sur Instagram, ils le verront tout de suite, lesfrappés.podcast, et il y avait une certaine rigidité dans la publication sur Instagram. Donc, j'avais 3 formats, j'avais une citation, un extrait audio et la couverture de l'épisode, et j'en sortais pas. Et c'était chouette au début, puis en fait très vite je me suis rendu compte que c'était hyper descendant, qu'il y avait aucune interaction avec la communauté, etc. Donc j'ai travaillé avec une community manager qui m'a accompagné, merci Chloé, pour revoir un peu tout ça, apporter un peu plus de dynamisme, créer un peu plus de moments d'échange avec la communauté. Et c'est vrai que c'est bien mieux aujourd'hui, enfin je trouve en tout cas. Donc c'est un petit accompagnement juste pour réaligner, c'est ça? Exactement, ouais. Ah, super. Ouais, sur la partie com, ça a duré 3 mois. Donc ça c'était chouette. Et après, moi j'avais, en fait, tu t'es concentré, juste sur Insta aussi. T'as fait un gros focus, non? Ouais, justement, au début j'avais Instagram, Facebook, LinkedIn. Il faut savoir que j'avais supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux jusqu'à ce que je crée le podcast. Donc j'avais ni Instagram ni Facebook, j'avais plus ces 2 comptes-là, ni TikTok ou quoi que ce soit. Je les ai recréés pour le podcast, mais j'avais vraiment du mal à voir la valeur ajoutée en fait, surtout d'Instagram et de Facebook. Ouais. Et donc au début, j'y allais avec assez peu de conviction pour être honnête, et une fois que j'ai commencé à avoir des échanges en fait avec la communauté qui suit le podcast sur Instagram, je pense que là j'ai compris un peu la valeur ajoutée de ces plateformes. Et aujourd'hui, 99% des échanges que j'ai eus ont été sur Instagram. Donc je me concentre sur Instagram. En fait, j'optimise 80-20, voilà. Instagram. Sûr. Et puis c'est, en plus dans ta thématique, c'est, tu fais l'effort, en tout cas, donc je sais pas si c'est dans ton orga. Donc tu enregistres plutôt à distance? J'ai fait 100% de mes enregistrements à distance. Puisque je vivais en Suisse jusqu'à il y a peu de temps, et après avec le Covid, etc., tout à distance. Et du coup, donc tu dois faire un effort, tu dois demander à tes invités de t'envoyer plusieurs visuels, plusieurs photos, plusieurs docs comme ça, parce que vraiment c'est riche. L'insta du podcast, du coup, il est riche. Tout de suite, il te fait voyager, il te fait voir des déserts, des montagnes, de l'eau dans tous les sens. Donc ça, c'est dans ton process. Tu demandes des choses comme ça à tes invités? Ouais. En fait, la façon dont ça se passe, c'est que je les contacte. Généralement, on organise un pré-enregistrement, une conversation de 15-20 minutes pour faire connaissance, pour pas tout le monde est la glace. Exactement, pas tout le monde est habitué au podcast. Il y a des gens que je contacte qui ont jamais parlé d'eux avant, parce que justement, je contacte aussi des gens entre guillemets lambda, sans que ce soit absolument péjoratif. Et donc voilà, c'est important pour moi d'avoir ce pré-enregistrement. Ensuite, on enregistre. À la fin de l'enregistrement, je leur demande de m'envoyer une sélection de photos, parce que généralement ça s'est bien passé. En tout cas pour le moment, ça s'est toujours très bien passé. Et donc voilà, je pense qu'il y a peut-être plus d'entrain à ce moment-là d'envoyer des photos, etc. Une fois qu'on a discuté pendant 1h30, 2 heures. Et ensuite, je fais les montages, j'envoie tout ce que je produis, je l'envoie à tous mes invités au plus tard 1 semaine avant la date de diffusion qui est prévue. En fait, je ne diffuse rien, que ce soit l'épisode ou montage audiovisuel, qui n'a pas été validé par les invités. Ok. Donc 100% de mes invités ont pas 100% ont écouté leur épisode, mais 100% en tout cas ont reçu leur épisode. Et ont eu la possibilité de l'écouter et de me faire un retour avant.
Et ça, c'est Ok. important pour moi aussi. Et est-ce qu'il est arrivé du coup d'avoir des réajustements pendant cette période ou en fait tout le monde a validé? Tout le monde a. Non, ouais, il y a parfois des ajustements parce que je leur envoie aussi la description de l'épisode écrite. Donc parfois il y a des petits ajustements, mais bon, rien de majeur. T'as jamais repris un montage, par exemple? Ça m'est arrivé quelques fois, mais vraiment pour des points de détail. Par exemple, une expression qui a été utilisée et l'invité me dit que après coup, ça peut paraître. Voilà, et il est plus à l'aise avec, si tu veux, cette expression qu'il a utilisée, mais c'est vraiment très très rare. Ça a dû m'arriver 3 fois, peut-être depuis le début. Ok. Bah, tu vois, un témoignage comme ça à chaud, moi ça je le fais jamais parce qu'en fait la seule fois où on m'a demandé de partager un montage, un enregistrement, et ben mon invité il l'a partagé à tout son réseau comme ça, donc sans les liens. J'étais dégoûté. Ouais. Il l'a partagé sur WhatsApp et c'est parti, j'avais plus aucune trace. Ouais. Et du coup, plus aucune propriété. Ouais. C'était. Après, à moi j'ai fait l'erreur de pas lui dire, de pas cadrer tout ça, mais tu vois, c'était une traînée de poudre. Hop. C'est-à-dire que tu lui as envoyé toi le fichier source, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Ah non, moi c'est pas le fichier source, moi c'est un lien. En fait, mon hébergeur il me permet de partager un lien email. Ok. Via email. Qui donne accès. Privé, ouais, exactement. Exactement. Ok. Exactement. Donc je peux aussi voir combien, justement, du coup ça me permet de voir quel invité écoute ou pas, qui l'a partagé. Mais bon, je crois que là j'ai pris pas mal d'avance dans mes épisodes, donc j'en ai déjà envoyé peut-être 5 ou 6 à des invités, et sur les 5 ou 6, celui qui a été le plus écouté alors qu'il est non diffusé, il y a moins de 30 écoutes. Donc quand il diffuse, ça reste dans des cercles assez réduits. Non, mais au moins en plus c'est comptabilisé, enfin c'est... Ouais, ça c'était mon erreur, tu vois. Voilà. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux un peu nous dire les chiffres, combien de temps tu y passes et peut-être un peu le modèle économique ou le modèle de peut-être ce que ça t'apporte, voilà. Ouais. Les chiffres, on vient de finir 2021, donc j'ai tout juste dépassé la barre des 50 000 écoutes. Bravo. Donc, merci. Je sais pas si je crois que c'est pas énorme dans l'univers du podcast, mais moi j'en suis très content parce que ça reste un projet que je fais solo, en amateur, sans vraiment de moyens. Et puis voilà, c'était pas forcément l'objectif de toute façon d'atteindre le million, mais je suis content. Moi je peux te le dire, hein, c'est très très honorable en un an sans avoir comme tu l'as dit, de communauté avant, construite. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, la barre des 50 000 écoutes passées. Ouais. En termes de chiffres, qu'est-ce que je peux partager? Je pense que je passe en moyenne 4 à 5 heures par épisode pour faire tout ce que je décrivais juste avant, du contact jusqu'à la diffusion. Les frappés, c'est donc un lancement septembre 2020. Aujourd'hui, j'ai 66 épisodes qui sont prêts, 66 épisodes en tout, diffusés ou prêts à être diffusés. Qu'est-ce que je peux te partager d'autre? D'un point de vue, ce que ça m'apporte pour le moment, ça m'apporte surtout de l'énergie et beaucoup d'inspiration. Alors ça peut paraître tout bête, mais en fait, ça a des impacts concrets dans ma vie. Par exemple, le fait d'avoir démissionné de chez Apple après 7 ans dans cette boîte, c'est en partie aussi, ça a été aussi en partie déclenché par toutes ces conversations que j'ai eues avec des gens complètement complètement fous qui se lancent dans des projets à fond et qui vivent leur vie pleinement, et ça m'a amené au bout de plusieurs dizaines de rencontres à me poser des questions sur où est-ce que j'en étais moi. Donc voilà, ce point d'inspiration, il est quand même non négligeable. Et puis ça me fait faire de super rencontres qui créent des opportunités, et pas forcément des opportunités business, mais des opportunités d'expérience.
Tu vois, par exemple, j'ai enregistré un épisode avec l'équipe de RAID du Triathlex, donc le club de triathlon d'Aix-en-Provence. J'ai fait ça il y a, ça devait être premier semestre 2021. Et maintenant que je vis à Aix, de savoir, oui, voilà. Avant même de savoir que j'allais être à Aix, et maintenant que on vit à Aix, et ben, je les ai déjà rencontrés. On est en train de prévoir de faire une grosse course cet été. Je vais régulièrement courir avec un autre invité du podcast qui habite aussi à Aix. On est déjà allé faire plusieurs sorties nocturnes à la Sainte-Victoire, à la Frontale. Enfin, tu vois, ça permet de faire des super rencontres et au final, de te constituer un cercle de connaissances et même potentiellement d'amis, qui auraient pas été là, sans ce médium, en fait. Donc, rien que pour ça, ça vaut toute la monétisation du monde, ça. Ça, c'est sûr. Et du coup, tu n'avais pas cette intention forcément d'entreprendre au moment où tu as lancé le podcast, quoi. C'est ça qui est fou. Si? Ouais, en fait, au moment où j'ai lancé le podcast, c'était un moment où je donnais beaucoup d'énergie dans mon travail au quotidien et j'avais du mal à trouver des sources d'énergie, tu vois. Donc si je prenais souvent ce parallèle quand je parlais de motivation à mes équipes, c'est notre énergie, c'est un peu comme une bouteille d'eau. Si t'en donnes toute la journée, tu vides le niveau de l'eau, mais si t'as rien qui en rajoute, et ben c'est un peu compliqué au bout d'un moment. Et moi, j'étais un peu dans ce cas de figure-là. Et quand j'ai lancé le podcast, la première motivation, c'était vraiment d'avoir en fait une excuse pour rencontrer des gens que je trouve complètement incroyables. Et parce que bon, si t'envoies un message à quelqu'un, quel que soit le message, quel que soit le réseau, juste pour lui demander de discuter avec toi, ça pourrait arriver, mais je pense que la probabilité qu'il y ait une réponse positive si tu dis que c'est pour pour un projet, que ce soit un podcast, un article, une vidéo, peu importe, la portée est pas la même du tout. Donc en fait, moi je dis souvent ça, que le podcast a été une super excuse pour contacter des gens qui me font rêver depuis longtemps. Bah c'est sûr, hein. Tu as une excuse. C'est très égoïste, hein. Ouais, complètement. Tout le monde le dit au début, et tu peux juste contacter tout le monde sur Terre, Ouais. et tu peux mettre en route beaucoup de choses pour les contacter aussi. Et justement, est-ce que tu as un petit process pour les contacter? Et ben le process, en fait, il est hyper simple. En fait, non, il n'y a pas vraiment de process. Quand je contacte les gens, c'est généralement par message. Donc, j'appelle jamais quelqu'un. Ça arrive parfois qu'on me donne des contacts, des numéros de téléphone, etc., d'invités qu'on me recommande. J'appelle jamais quelqu'un directement. J'envoie toujours un message. Donc, c'est un peu le seul process que j'ai. Et puis j'ai une sorte de fil rouge, si tu veux, quand je présente le podcast. J'ai 2-3 paragraphes max. Et jusqu'à présent, ça a super bien marché, puisque je te dis, je pense que j'ai un taux de réponse positif qui est à plus de 80%. Voilà, le seul tip que je pourrais partager là-dessus, c'est nos limites. Et moi, ça m'a surpris, parce que même quand j'ai lancé le podcast, donc j'avais 0 écoute, 0 épisode, rien. Il y a des gens qui m'ont répondu, alors que je pense qu'ils sont particulièrement sollicités. Donc voilà, faut pas hésiter. Et ce message, c'est un mail, c'est un Insta, c'est un SMS, c'est parce que tu trouves. Peu importe, ce que je trouve. C'est la première porte d'entrée. Au début, ça a été LinkedIn. Ouais, LinkedIn pas mal, message et Instagram. Enfin, c'est assez varié en fait. Mail, Okay. Un peu de mail aussi. Ouais. Ok, génial. Dernièrement, là, justement, il y a eu un gros mois de décembre avec des premiers partenaires, des premiers du merch. Je crois que ça se dit comme ça. En tout cas, des produits physiques. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes apprentissages et ce que tu en retires de ce gros mois du calendrier des frappés? Ouais. C'est vrai que ça a été un gros mois. Je m'en suis rendu compte parce qu'on a dépassé les 10 000 écoutes. Donc 50 000 écoutes au total fin 2021, dont 10 000 en décembre.
Donc la progression, elle a vraiment été forte. Et puis il y a eu deux milestones sur ce mois de décembre dont je suis très content. Il y a eu un premier partenariat avec le podcast. Donc il y a une marque qui s'appelle Homeworld, AUM World. Je sais pas si on était censé faire de la pub ici, mais bref, qui m'accompagne. Bien sûr. Sur 6 épisodes. Ouais. Et donc là, ça a été de la dotation en fait. Donc ils m'ont envoyé, comme j'ai déménagé justement, je cherchais à m'équiper de façon un peu plus pro que ma chaise japonaise et mes coussins par terre. Et donc il y a cette marque qui m'a fourni un bureau électrique assis debout complet, chaise, différents accessoires, etc. Donc ce qui était chouette parce qu'il y en avait, ça faisait quand même une belle somme. Ça a été le premier milestone positif. Et le deuxième, c'est que oui, il y a eu initialement, je voulais organiser un calendrier de l'Avent avec une chose à gagner par jour. Et puis je pense que c'était pas hyper réaliste parce qu'en termes de temps, c'est trop demandeur. Donc ouais, j'ai fini par basculer. Plutôt que de faire ça, plutôt que de faire de la quantité, j'ai préféré faire de la qualité en me rapprochant de certaines marques qui sont proches des valeurs du podcast ou qui soutiennent des invités que j'ai reçus. Ou qui sont carrément les marques de certains invités que j'ai reçus. Et donc j'ai organisé, il y avait peut-être une quinzaine de produits en tout à gagner, des livres dédicacés d'anciens des forces spéciales, de la nutrition sportive pour le trail, le cyclisme, l'alpinisme, etc. On a eu des parcours, il y avait 3 parcours Andonora, c'est une application audio guidé. Donc il y a quelqu'un qui a gagné 3 parcours personnalisés au départ de chez lui, devant sa porte. Voilà. Et puis après il y a Explora Project qui a participé aussi. Il y a eu un buff qui a été remporté. Feed, la marque de complément. Génial. Donc voilà, ouais, c'est chouette. Ça, comment pardon, je te coupe. Comment tu l'as organisé en termes de timing? Est-ce que tu t'y es pris en octobre, en novembre, et est-ce que tu as fait une liste, t'as envoyé un petit peu une petite presse en disant l'intention à beaucoup, de manière ciblée? Ouais, alors initialement c'est exactement ça que je voulais faire, anticiper au maximum et puis le faire de façon un peu pro. Et puis la réalité, c'est qu'en fait, on a mis fin à 4 ans d'expatriation en octobre, donc ça impliquait quand même pas mal de choses. On vivait en Suisse, donc c'est pas le bout du monde non plus, mais c'est pas l'Europe, donc il y avait pas mal de démarches à faire, etc. Ah ouais. D'un point de vue administratif. Oui, c'est vrai. Et oui, et du coup, ça s'est transformé en des messages à certains invités qui, je le savais, étaient en contact avec ces marques parce que certaines étaient leurs sponsors ou parce qu'ils les avaient cofondées, etc. Donc voilà, ça s'est plus transformé. En fait, moi, je fonctionne beaucoup avec les gens que je connais. J'aime bien solliciter. Quand il y a eu un bon feeling, c'est pas que j'hésite pas à demander, mais en tout cas j'hésite pas à partager des projets en cours. Ouais, si jamais tu connais quelqu'un, voilà, je suis en train de travailler là-dessus, n'hésite pas, tu vois. Donc ça s'est fait comme ça en fait. De manière très fluide. Très fluide, ouais. Donc expérience à renouveler fin 2022. Ouais, je pense, ouais. Alors peut-être de façon plus organisée quand même, ou en tout cas en anticipant un peu plus. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, forcément les gagnants étaient tous très contents. Mais ça a créé pas mal d'engouement et idéalement à renouveler. Je sais pas, à renouveler, oui, si ça fait sens par rapport aux valeurs du podcast. Donc j'aimerais bien sur 2022 m'orienter, tu vois, sur des partenariats vraiment riches de sens. Non pas que ceux que j'ai fait en décembre l'étaient pas. Mais on parle quand même beaucoup d'aventure, de dépassement, d'exploration, d'introspection. Et donc j'aimerais peut-être marquer le coup encore plus sur ces thématiques-là à travers les partenariats pour 2022. Ok, être encore plus profond. Est-ce que ça a l'air très très fluide. Est-ce que tu as quelques galères, quelques péripéties? En termes d'enregistrement, en termes de boulettes, en termes de petits quiproquos. Qu'est-ce qui est arrivé là sur la dernière année dans les coulisses des Frappés? Eh ben écoute, je crois que j'ai
Il doit y avoir au moins 3 invités à qui j'ai fait faire 3 enregistrements. Ouais. Alors c'était pas tout le temps à cause de, c'était pas tout le temps un problème de mon côté au montage où tu vois une boulette que j'ai fait avec les fichiers. C'était assez souvent des problèmes de connexion, voilà, ou des problèmes techniques qu'on n'avait pas identifiés pendant l'enregistrement. Mais ouais, il y a au moins 3 invités qui ont fait 3 enregistrements, dont un Teddy, merci Teddy, qui a fait quasiment 3 fois 2 heures. Donc franchement épique. Donc il y a eu ce genre de galère. Après, mais il y a pas eu tant de de vraies galères que ça. Mais je m'amuse tellement en fait sur ce podcast que je pourrais pas te dire. Tu vois, il y a eu des moments hyper difficiles. Il y a des moments frustrants parce que voilà, je pense que il y a pas beaucoup de logique derrière ce que je vais te dire, mais ça m'arrive souvent, tu vois, quand je vois des chiffres sur le nombre d'écoutes d'autres podcasts, de me comparer en fait. Oui. Ce qui est peut-être, tu vois, voilà, une réaction un peu naturelle, mais qui est pas, qui sert pas à grand chose, puisque c'est chacun son chemin. Mais c'est vrai qu'il y a quand même parfois un peu de frustration ou le fait de tout faire tout seul, c'est quand même énormément de travail. Ça me rapporte à peu près moins 200 € par mois. Pas moins de 200 €, c'est moins 200 € sur le compte par mois, en moyenne. Donc voilà, c'est parfois un peu frustrant de voir que il y a des épisodes, en étant subjectif, forcément, des épisodes que je trouve qui sont super réussis de la part des invités, puisque moi je fais pas grand chose à part les questions, mais et qu'il n'y a pas tant d'écoute que ça. Tu vois, par exemple l'épisode que j'ai fait avec les filles de MyCorn. Elles ont toutes les deux relayé la diffusion. J'ai d'autres invités qui ont relayé. Donc sur Instagram, quand tu regardes le nombre de followers par compte qui ont relayé, c'était 200 000 personnes. Et ça a fait le record d'écoute sur le podcast, mais c'était pas, tu vois, j'ai pas passé 10 000 écoutes sur cet épisode. Dans le temps, là, ça va arriver. Ouais. Donc voilà, il y a pas vraiment les grosses galères, j'en ai pas vraiment eu, tu vois, je me suis pas fait pirater mon compte sur Instagram ou j'ai pas perdu mon domaine, ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'avais peut-être sous-estimé en fait les capacités de résilience et d'endurance qu'un podcast demande, en tout cas avec les moyens que j'ai. Mais en même temps, c'est ce que prône ta ligne édito, donc t'es bien entouré, t'es bien alimenté, t'es sur la bonne prise. Ouais. Et qu'est-ce qu'en pense ton entourage de tout ça? Écoute, ils trouvent ça chouette. J'ai pas mal, assez souvent mes sœurs qui me suggèrent des invités. J'ai pas encore eu de basketteuse pro, mais j'espère que ça va pas trop tarder parce que alors elles sont pas pro, mais elles sont basketteuses. En tout cas 3 maintenant, donc elles m'en suggèrent souvent. Mais non, ils trouvent ça chouette. Je sais que mon père en écoute, il fait beaucoup de déplacements en voiture, donc il en écoute beaucoup. Et puis du côté des amis, pareil, comme j'ai des copains qui font du trail, forcément les épisodes autour du trail ils écoutent. Puis les personnes que j'ai rencontrées pendant ma formation de coaching, je sais qu'il y en a plusieurs qui écoutent aussi le podcast régulièrement. Donc non, globalement l'entourage est plutôt hyper positif. Est-ce que tu as des doutes et des peurs pour la prochaine année autour du podcast? Des doutes et des peurs, non, zéro. Zéro, tu vois, j'ai commencé l'année... le 1er janvier, j'ai envoyé des mails à des agences de com, etc. pour proposer des partenariats. J'ai déjà eu des réponses, donc l'année a commencé fort. Non, et puis surtout, elle a fini très fort, 2021. Donc j'ai zéro doute, zéro peur. Mais y a pas de mais, non, j'ai zéro doute, zéro peur, j'ai plein d'idées en tête. Si ça se réalise, tant mieux. Si ça se réalise pas, dans le pire des cas, ça restera un super projet que je mène à côté. Ça c'est le pire scénario, et le meilleur scénario, c'est que je puisse le monétiser et puis qu'il y ait des opportunités qui naissent de tout ça. Mais bon, c'est déjà le cas. Donc en fait, je mets pas vraiment de pression.
Génial. Est-ce que, est-ce que j'ai oublié de te poser une question? Est-ce que tu voulais aborder un autre sujet? Non, écoute, On a fait non, un non, moi, bon j'avais pas tour. de sujet particulier en tête. J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour. Super. On a bien été en immersion avec toi. Moi, je retiens évidemment bah, la, la persévérance, voilà, le focus. Je retiens aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais des partenariats plutôt en début là pour lancer en dotation, en, en objet ou en expérience, voilà, donnée. Ça peut être très très sympa pour justement mettre le pied à l'étrier et puis découvrir un peu comment ça marche. Donc très très bonne initiative. Top. Ouais, j'étais pas à la dotation. Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé. Puis surtout, pour les marques, parfois, c'est plus simple de faire de la dotation. J'ai l'impression, d'après les retours que j'ai eus, qu'un vrai partenariat financier. Et puis surtout, comme c'est visiblement plus simple pour pas mal de marques, c'est peut-être plus facile pour les podcasteurs en lancement, et c'est hyper gratifiant en fait de voir qu'il y a des marques qui sont prêtes à s'associer au projet, même si c'est pour faire gagner un pack de nutrition ou envoyer un bureau. Et Moi ça j'ai fait de trouvé la ça com. juste génial, tu vois. Ouais, Et carrément. ça fait limite la marque qui fait une dotation a plus d'intérêt à communiquer et va plus naturellement communiquer parce qu'il y a eu un gain, parce qu'il y a eu quelque chose, un échange, un rendez-vous, une transmission, quelque chose, que juste un chèque où ils vont être un peu moins enclins potentiellement Ouais. à repartager. Effectivement, très très bonne idée et on va valoriser, à mon avis, ce, cette idée et cet axe dans le livre. Top. Un grand merci Loïc et longue vie au frappé en 2022. Je t'écoute tous les mardis. Merci beaucoup, Gaël. Merci. À très bientôt. À bientôt.